Bonjour, ici Piero San Giorgio. Petit topo rapide. Depuis quelques jours, on nous dit depuis cette semaine, donc nous sommes le 5 septembre, donc depuis le 1er septembre, on voit dans la presse en Occident, dans les sites internet officiels et tenus, hein, donc les grands médias, on voit les informations en Ukraine comme quoi la Russie aurait envahi l'Ukraine. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'ensuite, en lisant la presse, on apprenait qu'il y aurait eu 1000 soldats russes qui envahissaient l'Ukraine. Et j'ai vu, je l'ai posté sur ma chaîne Facebook, sur ma page, la vidéo d'un journaliste italien qui se moquait également de la presse en disant mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, la Russie, si elle veut envahir un pays comme l'Ukraine, elle n'envoie pas 1000 soldats. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc, enfin, franchement, les mecs, des fois, j'ai envie de revenir dans mon métier de communicant, de marketing, etc., pour me dire, mais, je sais pas, filez-moi 3 4 millions et je vous fais vraiment une communication décente, mais c'est du n'importe quoi. En plus, je comprends pas, parce que venant des Ukrainiens qui ont connu ce que ça veut dire que l'Union soviétique, donc dans l'armée rouge, bon, en tout cas pour les plus anciens, ou alors ils étaient déjà planqués à l'époque, je sais pas. Mais enfin, c'est tellement ridicule, c'est tellement un non-sens. Et j'espère que vous gommez pas ces conneries, que la population qui lit les journaux de merde et la télé de merde qu'on a, ils gomment pas les informations. Alors juste pour info, alors comment, et j'ai vu que mon ami, enfin, c'est vraiment quelqu'un de sympa, on a commencé à correspondre il y a quelques mois, Dimitri Orlov, qui a écrit des livres excellents que je vous conseille sur l'effondrement russe et comment il voit l'effondrement également aux États-Unis. Et il est peut-être beaucoup plus pessimiste que moi d'ailleurs. Mais on discutait, et il a vient d'écrire un article ce matin qui m'a fait lire, disant comment savoir que la Russie va vous envahir. Et je vais pas vous le refaire, mais je vais quand même, parce qu'il a des points tout à fait justes, mais comme il se trouve que une de mes passions, c'est l'histoire militaire, eh bien, l'étude de l'histoire militaire soviétique, russe même, elle est passionnante. Et donc, quand on lit les livres, pour ceux qui connaissent, hein, vous allez savoir de quoi je parle, de David Glantz, euh, ou que vous lisez, alors évidemment, moi je lis pas dans le texte parce que je lis pas le russe, je comprends pas le russe, mais lorsque vous lisez les comptes rendus et les doctrines de Tuchachevsky ou de Rokossovski ou des gens qui ont vraiment fait la doctrine soviétique depuis les années 20, puis ensuite ils l'ont améliorée dans les années 50, ou celle de l'amiral Gorchov ou d'autres, on se rend compte que, enfin voilà, le jour où la Russie vous envahit, voilà comment ça se passe. Tout d'abord, vous avez des grèves générales, vous avez pendant des semaines, vous avez toutes sortes de troubles sociaux, les mouvements écolos se mettent en place, les mouvements, tout ce qui est socialiste, tout ce qui est pour le droit des minorités, pour les femmes, pour tout ce que vous voulez, il y a du remue-ménage déjà à ce niveau-là. Ensuite, vous découvrez qu'il y a une augmentation très forte de tout ce qui est sabotage au sein du matériel, au sein des infrastructures lourdes, que tout d'un coup il y a des coupures de courant, etc. Alors ça, c'est quand c'est préparation. L'autre alternative, c'est que ça peut venir très très vite et que vous vous réveillez un matin, comme dans l'Aube Rouge. Et en tout cas, pour l'Ukraine, s'il devait y avoir une invasion, un des premiers trucs qui arriverait, ce serait probablement, le bombardement immédiat de tous les terrains d'aviation, la destruction au sol de toutes les batteries antiaériennes et de l'aviation, en l'occurrence ukrainienne si c'était l'Ukraine, de manière assez drastique et efficace. Enfin, les Américains ils font pareil, hein, on commence d'abord par neutraliser la possibilité de l'ennemi de prendre l'air et de protéger son espace aérien. Et juste suivi immédiatement, quoiqu'à Prague, ils n'ont même pas eu besoin de le faire, de bombarder avant, mais suivi par probablement l'atterrissage sur des grands aéroports de la capitale, par exemple Kiev, de gros porteurs, donc des avions qui débarquent. Ça peut varier, un régiment, deux, trois, une division aéroportée s'il le faut, et qui vont d'abord mettre en place un cordon plus ou moins autour de la ville, qui vont prendre en place les éléments clés de la ville, qui généralement, mais aujourd'hui c'est un peu moins important, télévision, radio, peut-être le palais du gouvernement, le parlement, etc. Mais certainement bloquer l'aéroport et mettre en place des systèmes antiaériens pour qu'on puisse peu ravitailler la ville. Simultanément à ce moment-là, dans le cadre donc d'une soi-disant invasion russe de l'Ukraine, il y aurait des centaines de milliers, ou en tout cas des dizaines et des dizaines de milliers de soldats dans des transports blindés qui traversent la frontière. Il faut savoir qu'un bataillon
aujourd'hui russes, c'est 400 hommes. Ils sont dans des transports de troupes blindés, qui sont intégrés dans des forces mécanisées, donc il y aura énormément de chars lourds, suivis par des batteries de défense aérienne, suivis par des centaines de camions qui transportent munitions, carburant, armement, nourriture, parce que la logistique, elle est extrêmement lourde dans une armée moderne. Et on ne parle pas de conflits non conventionnels, c'est pas infiltrer des guerrieros, c'est vraiment une invasion. Donc là, vous verrez venant du nord, venant du sud, et peut-être même par la Crimée, voire avec des débarquements de troupes navales dans des éléments stratégiques comme les ports d'Odessa, Novosibirsk, le nom du grand chantier naval ukrainien m'échappe, qui bloquent l'accès à la ville. Vous verriez également des mouvements de troupes venant de la Transnistrie. Vous verriez également tout d'un coup un silence radio et la disparition du gouvernement Poroshenko. Alors je ne sais pas si Poroshenko en fait il est israélien ou pas, mais enfin il se barrerait probablement s'il peut encore, et vous découvririez que les leaders ukrainiens se retrouvent soudain à Londres, Washington, voire ont disparu, parce qu'il y a des forces spéciales qui viennent pour neutraliser tous les organes de décision. Vous verriez également des frappes très très puissantes par de l'aviation stratégique ou par des missiles sur les concentrations de postes de contrôle et de commandement des systèmes de ce qui reste de l'armée ukrainienne. Vous verrez également les concentrations, les casernes de l'armée où il y a du matériel typiquement, où il y a des dépôts de chars, de transport de troupes, de camions, de carburant qui seraient frappés par des missiles genre Scud mais améliorés. Donc les Russes ont encore des missiles assez bons comme les SS-21, SS-23. Enfin bref, des missiles qui ont une certaine portée et surtout qui transportent une assez grosse charge explosive et qui sont très utiles pour attaquer des concentrations de matériel ou des concentrations de troupes. Donc là, vous le verrez sur les campements, là où il y a... Enfin, ce serait un truc très rapide, très violent. Et très rapidement, vous verriez aussi des groupes armés se lever à travers l'Ukraine. Il y a des russophones, il y a des agents infiltrés dans cette hypothèse, qui se lèveraient, qui couperaient les routes, qui changeraient les panneaux de signalisation. Et ce serait un bordel incroyable. Vous verriez aussi un grand nombre de troupes du pays envahi, donc là l'Ukraine, se rendre immédiatement, voire tourner kazakh, comme c'est le cas dans les combats d'ailleurs contre les séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Ce serait une opération extrêmement rapide, extrêmement violente, avec beaucoup de trucs. C'est pas des brels, hein, les Russes, c'est pas comme les Américains. Hein. C'est eux, quand ils font des guerres, ils les font sérieusement. Ce que je vous ai décrit, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est ce qu'ils ont fait dans une moindre mesure en République tchèque, c'est ce qu'ils ont fait différemment, mais c'était un peu plus ancien, en 56 en Hongrie. La doctrine russe et donc soviétique qui est toujours reprise là, elle est de taper très fort. Elle est aussi de créer énormément d'endormissement dans les phases précédentes et de subversion et d'arrêt de l'économie par des grèves, etc. et utiliser au maximum toute leur capacité d'infiltration. Donc c'est pas le cas, on voit pas ceci. Et j'ai encore oublié le fait de voir, parce qu'en fait il y a tout un très grand développement depuis les années 70 des troupes hélicoportées, donc aéromobiles, donc nous verrions dans ce cas-là énormément d'encerclement de forces ukrainiennes par des troupes aéromobiles transportées par hélicoptère, et un vrai massacre du matériel euh, ennemi, donc dans l'occurrence ukrainien, sous le feu d'artillerie, de l'artillerie russe, qui est un truc inimaginable. Enfin, il n'y a que les Allemands qui ont pu comprendre ce que ça veut dire. Mais quand on se prend des barrages de brigades entières d'artillerie soviétique ou russe maintenant, avec des lance-roquettes multiples qui sont maintenant super modernes, comme ceux des Américains, comme on a vu dans la guerre du Golfe en 91, c'est une violence extrême. Et donc c'est un choc assez violent pour les troupes et justement qui les amènerait également à se rendre ou se cacher ou en tout cas d'être non capables de se battre. Voilà, c'est la doctrine soviétique et russe dans l'offensive, c'est ce pourquoi ils ont été le plus fort, le mieux adaptés. Regardez Grozny, quand ils ne l'ont pas appliqué pendant la première et la deuxième guerre de Tchétchénie, lorsqu'ils sont rentrés dans la ville comme des cons, sans préparation d'artillerie, sans utiliser ce que je viens de décrire, sans la surprise, etc., ils se sont pris des grosses baffes. Mais on a vu que dans la dernière guerre de Grozny,
lorsque justement le gouvernement russe a décidé de nettoyer une fois pour toutes le truc, ça a été extrêmement brutal, ça a été extrêmement violent, et ça s'est fait relativement rapidement. Et encore, ça, c'est pas du tout les guerres classiques pour lesquelles la Russie, l'Union soviétique avant étaient entraînées, c'est-à-dire une défense par l'offensive. Si c'était le cas contre l'Ukraine, c'est pas 1000 troupes, ce serait des centaines de milliers, et ce serait putain vachement violent. Et là, on en entendrait vraiment parler, et puis vous verriez les frontières russes bloquées, vous verriez également les personnalités non russes présentes en Ukraine et en certaines parties de la Russie qui seraient simplement arrêtées, questionnées, pour la plupart mises en surveillance, pour comprendre quel est leur rôle. Et je pense que si vous êtes aujourd'hui un conseiller militaire de l'OTAN ou un de ces lobbyistes de merde qui, en Ukraine, dans ce genre de situation, et que vous êtes bloqué à Kiev, vous allez passer un mauvais quart d'heure quand les Russes vont mettre votre grappin dessus, parce qu'il va y avoir des tribunaux populaires, et ça va être chaud pour vous. Donc, si vous êtes membre de l'OTAN, choisissez votre camp maintenant, hein, parce que je pense que là, vous êtes l'Allemagne nazie du XXIe siècle, et que ce que vous êtes en train de préparer en Ukraine, ça va se payer. Pardon. Voilà. Donc, ça va se payer, et je pense que si vous croyez que les Russes, ils plaisantent et qu'ils envahissent un pays avec 1000 hommes, vous n'avez pas lu vos manuels d'histoire militaire. Très bien, bon, c'était rien à